Bien, allez. Oh là, monte le son. Allô, oui. Voilà, donc ok. Bien, je vous propose de prendre place. Oui, oui, nous aussi. On sent que c'est la fin de l'année, on sent qu'il y a eu le marché, tout le monde a été faire ses courses devant le conseil départemental avec nos producteurs locaux. Il y a une certaine effervescence que nous percevons bien. Bon, donc nous avons largement le quorum pour commencer les débats. Donc Marianne Dubois va arriver en retard parce qu'elle est au CA de l'EHPAD de Neuville-aux-Bois. Donc je pense que c'est important aussi d'être présent dans les EHPAD. Nous avons en ce moment, on a les CA de collège, on a les CA d'EHPAD, tout arrive en même temps. Ça occupe bien nos journées, nos soirées. Voilà, merci à vous. Je vous propose que nous commencions par le rapport B, le rapport B1, que nous avions laissé de côté tout à l'heure, hier, pardon. Voilà, la journée a été longue. Monsieur le Président Gora. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. Donc, le rapport B1 va vous être présenté par notre nouveau membre de la commission B, Ariel Lévy. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher Hervé, de ton accueil dans... Je vais essayer d'être aussi efficace que quand j'étais dans la commission E pour passer les rapports à la vitesse de Pauline Martin. Donc ce rapport a pour objet de présenter... Ce rapport a pour objet de présenter le rapport d'activité annuel relatif aux 3 délégations de services publics sur l'aménagement numérique. Il a bien sûr été présenté en commission consultative des services publics locaux le 17 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article du Code général des collectivités territoriales. Alors, concernant la DSP Medialis qui a été attribuée en 2004 pour une durée de 20 ans, qui visait essentiellement la résorption des zones blanches ADSL, la subvention d'investissement versée à Medialis au 31 décembre 2022 s'élevait à 21 211 000 € pour des investissements réalisés à hauteur de 62 247 000 € au terme de 2022. Medialis a commercialisé ses services auprès d'une quinzaine d'usagers, principalement des opérateurs télécoms, SFR représentant 90% de ce marché. Le chiffre d'affaires 2022 est de 9 135 000 €. C'est une diminution de 15% par rapport à 2021. Et le résultat net dégagé en 2022 est quant à lui négatif de moins 1 398 000 € par rapport à moins 312 000 € l'année précédente. La dégradation du chiffre d'affaires provient de la baisse du parc de clients DSL dégroupés par Medialis. Et bien sûr, ça résulte de la migration des clients Medialis vers des offres technologiquement plus performantes comme la fibre à domicile et les 2 autres DSP Lycéo. Des audits sont en cours afin d'identifier précisément le périmètre des actifs et réseaux de cette DSP, afin d'évaluer leur qualité et mettre en demeure le cas échéant le délégataire de réaliser des travaux complémentaires. L'Assemblée examinera lors de la session de février les options qui s'offrent afin d'arrêter un choix quant au futur mode de gestion. Ça, c'était pour la DSP Medialis. Pour la deuxième DSP, qui est Lycéo 1, donc Loiret THD, cette DSP concessive a été signée en 2014 pour une durée de 30 ans avec pour objectif principal la couverture en FTTH, donc c'est fibre à domicile, sur 40 communes avec 89 000 prises FTTH. L'investissement est de 126 millions €, la part publique est évaluée à 95 millions € et 25 à 30 millions € de génie civil réalisés par le département. En 2022, les investissements se sont élevés à 9,4 millions € liés au déploiement des réseaux FTTH. En 2022, l'exploitation de la DSP Loiret THD génère un chiffre d'affaires de 11,9 millions €, donc c'est une augmentation de 90%, et un résultat net de 3,2 millions € par rapport à une perte de 337 000 € l'année précédente. En fin 22, le réseau Lycéo comptait 50 403 locaux raccordés sur un total de 87 427 raccordables. Voilà pour la deuxième DSP. La troisième, c'est Lycéo 2, Loiret Fibre. Cette DSP concessive a été signée en 2020 afin de compléter la couverture du territoire départemental, à l'exception de la métropole d'Orléans et de la ville de Montargis.
qui est du ressort de l'État. Cette délégation de service public de 25 ans a pour objectif la généralisation de la fibre à l'abonné de 262 communes, soit près de 150 000 prises FTTH et un investissement de plus de 230 millions d'euros. Le délégataire assurera le financement de ce projet par ses propres sources de financement, sans aucune subvention du conseil départemental. Les investissements réalisés par la Loire FIP s'élèvent à 128 millions d'euros au terme de 2022 pour 91 608 prises raccordables et 14 422 locaux raccordés. En 2022, un avenant a été passé afin de mettre en œuvre un financement tripartite du surcoût des opérations d'enfouissement de réseau, 40% pour le département, 15% pour les mairies et 45% pour le délégataire. Loire Fibre a dégagé son premier chiffre d'affaires en 2022 avec 1 823 000 euros. Le résultat net est à nouveau une perte de plus de 20 millions d'euros en 2022 versus 7 millions l'année précédente, principalement dû au poids des pénalités contractuelles émises à l'encontre du délégataire. Le délégataire n'a en effet pas atteint les objectifs calendaires de déploiement du réseau tels que définis dans la Convention. Ces pénalités d'un total de 18 millions d'euros en 2021 et de 2022 feront l'objet d'un prochain jugement par le tribunal administratif. Voilà le résumé du rapport annuel relatif à ces 3 DSP. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Vice-président, dorénavant en charge de cette politique. Merci d'avoir accepté, en tout cas, de reprendre ce dossier qui est extrêmement lourd. Donc, on voit bien la DSP Médialis, c'est plutôt bien passé, voire même très bien passé. Elle arrive à son terme en 2024. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, on reprendra le réseau Médialis. Donc, ça sera intégré, si je peux dire, au patrimoine départemental. L'ICO 1, ça tourne bien. L'ICO 2, on est en plein dans la phase de déploiement et c'est là qu'on arrive justement avec certaines difficultés pour aller au plus près des habitations isolées et puis les pénalités qui ont été prononcées, ça a été dit par le rapporteur, par le vice-président, donc voilà, qui ont été appliquées parce que tout ne va pas pour le mieux. Mais bon, c'est un peu général en France. Alors ça ne nous rassure pas quand je dis ça, hein, mais bon, parce qu'on est sur vraiment une accélération de ce déploiement de la fibre sur l'ensemble du territoire national. L'objectif fixé par le président de la République, c'est 2025. Donc nous, on avait un objectif qui était beaucoup plus serré et qu'on est en train de légèrement desserrer, mais avec toujours beaucoup de réserves. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Oui, Grégoire Chapuis. Oui, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, remercier Ariel Lévy pour sa présentation et lui souhaiter la bienvenue dans notre commission. Sur ce rapport, on en a parlé en commission, mais je voulais réinsister sur, au-delà des retards de déploiement, sur la qualité des déploiements, parce qu'on le voit également sur la métropole, même si ce n'est pas concerné par ce rapport, mais sur l'ensemble du territoire, sur les déploiements qui sont faits, des problèmes de qualité de déploiement, des déploiements qui sont faits parfois à la va-vite, souvent sans respecter les normes élémentaires. Et donc s'alerter là-dessus et avoir cette vigilance, se dire que c'est pas parce que le déploiement est fini que les problèmes sont réglés et qu'au-delà des retards, il va y avoir, je pense, un certain nombre de difficultés à constater avec des réseaux qui vont être coupés et c'est des gens qui n'ont pas la fibre, c'est peut-être problématique, mais des gens qui ne l'ont plus, c'est très problématique. C'est des gens qui n'ont plus de téléphone, qui n'ont plus de contact avec l'extérieur, plus de télévision, plus rien, et ça engendre des situations individuelles qui peuvent être graves et donc réattirer la vigilance. Mais je sais que les services sont particulièrement vigilants et on en a déjà parlé, mais qu'on ait cette exigence et rapidement pour pouvoir pointer les nombreuses malfaçons que je ne doute pas qu'on trouvera et pouvoir faire le nécessaire auprès des opérateurs pour que les problématiques soient corrigées avant qu'on arrive à des situations compliquées. Merci pour cette remarque. Effectivement, j'ai été contacté par des gens de Fleury-les-Aubrais. Alors, j'ai appelé la personne en lui disant que bon, je suis désolé, c'est pas le département qui assure ce déploiement de la fibre sur le territoire métropolitain, parce que c'est une AMI particulière que vous avez. Vous avez un déploiement qui est fait en interne métropolitain, mais avec le même opérateur. Donc, quoique, je ne sais plus si c'est le même opérateur. Oui, c'est la métropole, c'est le même opérateur. Alors, ah oui. Donc, bon, c'est un peu plus compliqué sur la métropole que chez nous, mais voilà, je lui ai répondu sur nos misères aussi de notre côté, et qu'après, il fallait qu'elle se rapproche de la maire, Madame la maire de Fleury, ou du président de la métropole. Mais effectivement, on le voit, on le constate, d'un déploiement qui est assez, je ne vais pas dire aléatoire, mais
parfois, tout n'est pas, comme tu dis, tout n'est pas respecté en termes de règles de sécurité, en termes de... Voilà, de temps en temps, on branche, on débranche. C'est la raison pour laquelle nous avons, nous, appliqué les pénalités. C'est-à-dire qu'il y a un contrat, et un contrat qui est très clair au départ. Donc les pénalités ont été instaurées à l'encontre de notre délégataire. Mais effectivement, on n'a pas fini. Je pense que c'est un sujet sur lequel on doit marcher ensemble, métropole, département et puis ville de Montargis. Vous avez vu, il y a 3 délégations dans le Loiret. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques sur le sujet? Non. Je vous propose de... c'est pas, je vote pas, on vote pas. Vous avez pris acte. C'est un rapport pour information. Merci à vous. Merci, monsieur le vice-président, qui s'est très vite mis dans la peau du responsable de la fibre. Et puis, voilà, je pense que vous aurez vous aurez des contacts avec nos services pour voir un peu un état de situation très précis. Bien, nous reprenons maintenant les rapports F avec la présidente Laurence Bellet. Il me semble que c'était le F3 que nous devions passer. C'est tout à fait ça. Bonjour à tous. Lynn Fleury va présenter le F3, puisqu'il s'agit de santé. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le présent rapport a pour objet de soumettre à vos délibérations 4 projets de convention de partenariat Cap Loiret Santé et un projet de convention de partenariat entre les communes EPCI et le département du Loiret pour faciliter l'accès au logement des étudiants en santé. Pour information, la commission avait a donné un avis favorable. Donc, le département du Loiret a voté le plan priorité santé 2023-2027 qui vise à fournir des soins de qualité et accessibles aux habitants du Loiret. Donc, le plan est divisé en 4 axes que je vais vous rappeler rapidement. L'accès aux soins, l'attractivité des territoires, les professionnels de santé et les étudiants en santé. Concernant ces 2 conventions, nous avons une convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre d'un guichet unique d'attractivité des territoires, Cap Loiret Santé. Dans ce cadre, il vous est présenté en annexe du présent rapport 4 projets de convention de partenariat avec les 3 communautés professionnelles territoriales de santé, CPTS, la CPTS Sologne, la CPTS Gâtinais-Montargois, la CPTS Est-Orléanais et l'Institut de formation paramédicale du Loiret. Ces derniers s'engagent, par exemple, à donner de la visibilité au département, à remonter des données de type vacances des cabinets professionnels, recherche de remplaçants ou de terrains de stage. Ça, c'est la première. La deuxième convention est donc une convention de partenariat entre les communes, les EPCI et le département du Loiret pour faciliter l'accès au logement des étudiants en santé. Il est important pour le Loiret d'accueillir, de fidéliser et de recruter les étudiants présents en études ou en stage dans le Loiret. Leur nombre va croître dans les prochaines années, compte tenu de l'arrivée de la faculté de médecine et de l'ouverture d'une formation médicale entre la ville d'Orléans et la faculté de Zagreb. Pour ce faire, le département pourrait financer un kit d'installation composé à l'identique de ce qui est mis en place dans les logements vacants dans les collèges, à savoir l'ameublement et les petits équipements de base. En contrepartie, la commune ou le PCI s'engagera à entretenir le matériel fourni et louera ou mettra à disposition prioritairement le logement équipé à des étudiants en santé. Des possibilités sont prévues pour les remplaçants sur des locations de courte durée en zone sous-dotée. Il vous est donc proposé d'adopter les termes des projets de convention de partenariat à intervenir entre le département du Loiret et la CPTS Sologne, la CPTS Gâtinais-Montargois, la CPTS Est-Orléanais et l'Institut de formation paramédicale du Loiret dans le cadre du guichet unique Cap Loiret Santé, tel qu'annexé, vous l'avez en annexe, je vais pas tout pour décrire, et d'adopter également les termes du projet de convention de partenariat entre les communes, les EPCI et le département du Loiret pour faciliter l'accès au logement des étudiants en santé, tel qu'annexé au présent. Voilà.
Voilà, merci. Donc, un cap Loiret Santé qui a bien pris sa place maintenant dans le département. Je pense que les médecins, les étudiants en médecine ont tous bien compris l'intérêt de ce concept qui est déployé sur tout le territoire, et les CPTS surtout, qui sont de véritables partenaires voilà, avec lesquels on entretient des relations très régulières. Laurence. Oui, juste rappeler que la thématique de la prochaine session en février sera donc un point vraiment très complet sur la santé et les différentes politiques que nous avons déployées et leurs résultats à 2023. Il s'agira de faire un point sur les bourses, mais aussi sur les installations, y compris les partenariats que nous avons avec les CPTS pour partie. Et puis vous dire que, ne soyez pas étonnés, il y a 7 CPTS, comme vous le savez, sur nos territoires, et que nous les signons, ces conventions, au fil de l'eau, de leur présentation elle-même dans leur CA. Donc là, nous en avons 3 et nous irons à compléter avec les 4 restantes. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce rapport F3 ? Non, pas de questions, pas d'intervention. Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Donc maintenant, un rapport pour information qui concerne les activités de la médiathèque départementale. Et je crois qu'il y a comme on dit, un diaporama plutôt qu'un PowerPoint. Qui sera tout à l'heure. Je fais juste une petite introduction pour ce rapport F4. Effectivement, de vous faire un bilan des activités de notre médiathèque départementale. Je vous rappelle que la lecture publique est une compétence obligatoire du département et que donc, avec cette médiathèque qui est un bel outil, notamment de proximité sur nos territoires, nous soutenons activement l'accès, la promotion et le développement de la lecture pour tous les publics, qui soient ceux qui sont intégrés, adhérents dans une bibliothèque de tous ordres, puisque vous le savez, il y a des points lecture plus ou moins importants jusqu'aux médiathèques locales. À ce titre, l'activité s'organise autour de 6 missions que vous avez dans ce rapport et sur lesquelles on va mettre un petit peu de détails avec ce diaporama. Le circuit des documents, l'ingénierie, un traitement de data, les formations qui sont importantes et qui montent en puissance, le numérique, puisque nous sommes aussi en lien avec la DRAC, notamment pour la BNR, dont je parlerai tout à l'heure, et puis l'action culturelle, et notamment le festival Osez lire. Ces missions, elles sont dédiées à la vie du réseau, mais également à l'accompagnement de la professionnalisation des partenaires. Vous savez que notre réseau de 168 bibliothèques est maintenu par un tiers de professionnels, mais 2 tiers de bénévoles. C'est sans dire que si nous ne les avions pas et s'ils n'étaient pas formés, informatisés, ça serait beaucoup plus difficile d'avoir ce maillage territorial. Et puis donc nous soutenons une attention particulière est faite et portée aux publics qui sont des publics prioritaires, empêchés ou éloignés. C'est aussi ça l'ADN du département. Dans une logique de consolidation des actions que je viens de citer rapidement, le bilan qui va être présenté là, Guillaume, on va commencer à tourner un petit peu. Je vais donc vous détailler ce que vous avez également en annexe. Là, ici, 3-4 pages qui vous démontrent cette montée en puissance. Le transport des documents, à l'époque, il était externalisé, notamment avec des produits de la Poste, et n'était pas satisfaisant puisqu'il y avait un délai assez long de faire tourner les ouvrages de bibliothèque en bibliothèque. Donc nous avons une montée en puissance des flux de documents et des livraisons suite à la mise en place d'un petit pool de chauffeurs, à moyens constants évidemment sur le budget de la médiathèque. Je précise que donc ce service a été réinternalisé et que l'activité est croissante. Elle prouve même un espèce d'appel d'air auprès des communes, mais on se mobilise. On peut passer, je crois qu'il y a 3-4 slides sur effectivement les rendez-vous, les passages qui sont faits dans ces bibliothèques et qui évidemment provoquent sans doute des échanges avec les bibliothécaires au profit d'amener des ouvrages. Ça permet aussi un lien direct entre nos professionnels de la médiathèque départementale et les demandes précises des territoires. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, c'est ce qui a été la partie visible de ces 2 dernières années. Nous avons créé le festival Osez lire, qui s'inscrit dans les territoires. Bien sûr, nous avons à la main du département 4 ou 5 moments précis qui sont
la séance d'ouverture, de clôture, et puis surtout une grande dictée, la dictée géante dont vous avez certainement entendu parler, avec Rachid Santaki. Ce festival Osez-Lire, il est là pour soutenir toutes les actions des médiathèques et bibliothèques de nos territoires. Et c'est pour eux qu'on a créé ce festival afin de leur donner la lumière qu'il était nécessaire, donner cet éclairage. Et grâce à ça, nous avons obtenu le prix Territoria Argent 2023. J'en suis très fière et surtout très fière de le partager avec vous aujourd'hui. Vous avez vu certainement dans les différents canaux de communication de notre département ce prix Territoria, et je remercie tout particulièrement l'équipe de la médiathèque départementale, Aude Vindels, qui était à la manœuvre pour ce festival Osez-Lire avec Frédéric Faure et évidemment son directeur Marc Patard. Mais c'est un beau prix que nous avons été prendre à Paris, important. Florence était avec moi puisqu'elle avait également pour Châteauneuf le prix Territoria Culture bronze. Donc nous étions toutes les deux à Paris ce jour-là. Voilà, ça distingue des projets exemplaires en termes de gestion publique et particulièrement innovants et surtout transposables dans d'autres collectivités. Je porte à votre connaissance aussi que ce projet, il est particulièrement frugal puisque nous sommes sur un montant constant d'une petite enveloppe de 30 000 euros, 15 000 euros pour la communication et à peu près 15 000 euros pour faire ces rencontres. Nous avons, sur l'année 2023, pu constater que 4 000 personnes avaient été sur les territoires et sur nos moments présents pour faire vivre ce festival. La troisième édition, année 2024, verra donc un festival Osez-Lire également, qui sera du 14 mai au 28 mai, toujours en partenariat avec des acteurs culturels et médico-sociaux, puisque nous avons de très forts partenariats avec, par exemple, l'hôpital d'Aumaison, avec le centre de détention de Saran, avec quelques EHPAD. Et donc là aussi, je parlais de public empêché, de public éloigné. C'est aussi pour mettre en lumière ce que nous faisons auprès de ces publics que le festival Osez-Lire existe. Donc nous serons sur une thématique sans être très innovant de ce côté-là, sur des olympiades culturelles, puisqu'il s'agit là aussi d'avoir un lien avec la grande thématique 2024 du sport. Et nous serons particulièrement heureux d'avoir un moment fort avec la Loiretaine et de lier le sport à la culture. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce moment, qui a été un moment festif et qui le sera tout autant en 2024. Et puis, nous avons également, je vous le disais tout à l'heure, un lien étroit avec la DRAC qui soutient non seulement ce que l'on appelait à l'époque le CTL, un contrat territorial de lecture itinérante, et puis un BNR qui est Bibliothèque numérique de référence, qui est un contrat 2021-2024. Et vous avez là projeté le bilan des 2 premières années. Donc, je vous le rappelais tout à l'heure, nous avons un maillage de 168 bibliothèques partenaires sur nos 326 communes. Et il s'agissait de les informatiser à 2 titres. Les informatiser pour qu'elles se modernisent, un réseau d'ordinateurs conventionnés en nombre de 118. Et puis également, je souligne que les bibliothèques sont des points qui nous servent à notre maillage de Loiret numérique pour tous. Et nous informatisons les bibliothèques qui s'engagent à pouvoir mettre en place des ateliers numériques et de formation pour que nos Loiretains soient un petit peu moins éloignés et que l'électronisme soit enrayé grâce à ces ateliers assez professionnels. Vous voyez d'ailleurs la répartition sur les secteurs loiretains de l'informatisation au titre de cette modernisation et au titre de l'inclusion. Pas de souci sur Orléans Métropole. Vous voyez que effectivement la petite colonne est très basse comparativement au reste du territoire. C'est sans surprise de notre côté. C'est pas qu'on s'investit moins, c'est que Orléans et Orléans Métropole ont déjà d'abord été extrêmement modernisés et informatisés lorsque nous avons eu pour effet de mettre à niveau les territoires plus éloignés, plus ruraux. Et c'est surtout qu'il y a donc des structures d'aide d'ateliers numériques, notamment avec le CRIA, qui sont déjà très bien mises en place dans l'Orléanais.
Voilà, et puis un dernier rappel qui est d'importance, puisque je vous le disais, notre réseau, il est de 800 personnes qui s'occupent de ces 168 bibliothèques, avec une forte proportion de bénévoles. Et donc nous avons, depuis 2019, réintroduit des moments de formation, des stages. Et on voit que sur le bilan 2022, la fréquentation est en nette progression, comparativement au nombre de participants, mais également des communes et EPCI. Et vous avez là aussi, sur ce slide-là, la proportion de salariés et de bénévoles. Ça, c'est le bilan 2022, mais vous avez sur le suivant et encore celui d'après, voilà, la mise en œuvre 2023 et les perspectives 2024. Nous poursuivons une attention particulière portée au format court pour lever des freins de disponibilité, puisque certaines bibliothèques sont ouvertes en temps partiel en fonction des horaires et de là où se situe la bibliothèque, quelquefois même au sein de la mairie. Donc en 2023, il a été porté 34 stages. En 2024, on augmente tout à fait légèrement. Un déploiement accru des ateliers à la demande pour un accompagnement personnalisé et surtout une montée en compétences des équipes, avec donc 10 ateliers et 54 professionnels sur 12 communes qui ont été accompagnés. Et une fréquentation en constante progression, puisque nous avons près de 450 inscrits, 212 stagiaires. C'était les chiffres de septembre 2023. Voilà, et des stages qui sont là aussi, puisque notre fonction au département, c'est d'aller être délocalisé et d'aller sur les territoires. Vous voyez qu'on va à Pithiviers, à Gien, à Chalette ou encore à Chilleurs-au-Bois pour que l'on puisse se rapprocher des endroits où nous sommes particulièrement utiles aux bibliothèques. Voilà, Monsieur le Président, pour information, un rapide tour de ce que nous faisons au sein de la médiathèque départementale. Bien, merci d'avoir pris quand même du temps, un peu de temps pour exposer ce bilan. Enfin, moi, je dirais que de chemin parcouru en quelques années, puisque je me souviens bien du bibliobus. Alors, tous les anciens se souviennent du bibliobus qui allait dans les bibliothèques locales, enfin, pas les plus petites bibliothèques, mais voilà, quand on a supprimé le bibliobus, on s'est dit c'est fini, c'en est fini. Puis finalement, non. Il y a eu de beaux projets qui ont été d'ailleurs récompensés. Le prix Territoria qui nous a été accordé, et à toute l'équipe de la médiathèque départementale, ça signifie quand même qu'il y a une reconnaissance au niveau national de ce qui est fait ici en Loiret. Moi, je ne peux que m'en réjouir. Comment ? Très bien. Donc voilà, et on a un véritable réseau, je dirais, qui s'est instauré. Ça, c'est l'essentiel, c'est ce que nous voulons tous. C'est toujours mon credo dans mes discours, la proximité, être sur le territoire. Là, on a vraiment aujourd'hui une présence territoriale qui est reconnue. Voilà, à travers tout ce réseau des bibliothèques, des plus petites aux plus grandes. C'est vrai que moi, je vois bien sur mon canton, à Outarville, un tout petit lieu, mais qui est un lieu où les gens se déplacent, alors souvent des personnes âgées. Et puis il y a eu l'informatisation aussi qui a été proposée par nos services. Là aussi, je pense que c'est vraiment une très belle action. D'ailleurs, que je n'ai pas manqué de souligner à chaque rencontre des territoires, sur tous nos rendez-vous des territoires, à chaque fois dans mon propos introductif, j'ai parlé de ce festival aux élire, j'ai parlé de la médiathèque départementale, de votre prix Territoria et tous les élus du Loiret, tous les 300 maires, plus de 300 maires qui ont été réunis, ont pu apprécier aussi cette politique et donc l'action menée par le département sur le territoire. Et d'ailleurs, tous le reconnaissent unanimement. Voilà, donc voilà ce qui vous a été présenté. Je ne sais pas s'il y a des interventions sur ce sujet, des interventions, des questions. Il n'y a pas de vote, c'était une présentation. Merci Laurence en tout cas, et merci aussi à Marc Patard et toutes ses équipes pour ce qui est fait, réalisé par cette médiathèque départementale. Tu veux ajouter quelque chose ? Non, je veux simplement signaler à Jacques qu'il n'y a pas de rapport F7. Bon, Jacques a compris. On l'a pas. Voilà, merci Madame la Présidente pour la présentation de ces 4 rapports. Nous allons maintenant passer peut-être au plat de résistance de cette session. Alors, il y a deux plats. Il y a le rapport G1 qui... alors là, Monsieur le rapporteur général du budget, je vous demanderai d'être assez bref sur la question de la M57. Bon, oui, on sait qu'il y a un changement. Nos élus... on le constate. Bon, c'est vrai que pour les services, ça change beaucoup de choses.
peut-être que tu peux nous résumer en 2 mots ce rapport et ce passage au cadre budgétaire M57, puis ensuite on passera au G2. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Oui, d'abord, comme la plupart des collectivités territoriales, donc il y a ce passage de la M57, donc qui fait l'objet d'une généralisation à compter du 1er janvier 2024 pour l'ensemble des collectivités et de leurs établissements publics, mis à part quelques exceptions. La généralisation de ce nouveau référentiel comptable et budgétaire va tout d'abord permettre une harmonisation des nomenclatures, car il présente la particularité de pouvoir être appliqué pour l'ensemble des collectivités, les régions, les départements, les communes et puis donc les EPCI. Donc cette harmonisation a pour objectif essentiel de faciliter la lecture des documents budgétaires pour une meilleure visibilité et transparence de l'action publique. Voilà, donc je ne vais pas rentrer, comme tu l'as dit, dans le détail du rapport. Vous avez quand même quelques nouveautés pour la collectivité. Bon, quelques exemples, voilà, un compte rendu sur la pluralité annuelle des crédits améliorés, la fongibilité des crédits, voilà, l'ouverture de crédits avant le vote du BP. Voilà, je ne vais pas, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre, mais je ne vais pas rentrer effectivement dans le détail. Merci. J'ai une terrible crainte, c'est que cette délibération ne soit pas adoptée. Je ne sais pas comment on ferait dans ces cas-là. Donc, je vous soumets cette délibération. Je la soumets à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Non. Bon, c'est très bien. Merci pour ce rapport. Maintenant, comment? Ah, si, il y a une question à Hugues Rimbaud. Vas-y. Je pose une question. Vous êtes allé trop vite. Oui, merci pour cette présentation brève. J'avais des questions sur les étapes à venir. Il y a le compte financier unique et la certification des comptes. Je voulais savoir à quelles échéances ces étapes allaient être mises en place. Et puis, sur la pluriannualité des dépenses, enfin, les autorisations de programme, il y a une des ambitions, c'est le toilettage des autorisations de programme, qu'on y voit plus clair. Et c'est vrai qu'en lisant le compte administratif, c'est difficile de s'y retrouver dans ce stock d'autorisation de programme, de voir aussi le lien avec le programme pluriannuel d'investissement et d'avoir une idée de ce qu'est en route des taux d'exécution. Donc ça serait utile d'avoir un détail des taux d'exécution par opération, simplement pour savoir où on en est, par opération ou par action. Quelque chose qui soit lisible, pas des grands chapitres dans lesquels on ne voit pas très bien le détail des opérations, mais d'avoir le plus de visibilité possible, de lisibilité. Parce que c'est un des objectifs du passage à la M57, hein, comme le disait Christophe Bouquet, c'est de rendre les choses transparentes et lisibles sans être un expert du domaine. Bien, bon, il y a ce que nous impose la loi, le passage à la M57. Il y a ce que nous, je dirais entre guillemets, politique, on aime bien. On aime bien faire un PPI, c'est normal, en début de mandat, on fait un PPI. Toutes les communes, enfin les grandes communes le font, les grandes collectivités le font aussi. On essaie d'avoir ce chemin, ce guide. Ensuite, les AP, oui, les autorisations de programme, c'est vrai, quand on regarde dans le département du Loiret, je ne sais plus, 1,6 milliard d'euros, je crois, ou peut-être un peu moins. Non, 1,2 milliard Lyon. Bon, effectivement, on sait bien qu'un toilettage pourrait être nécessaire. Mais alors, quand on va se réunir tous ensemble, ou majorité d'abord, puis ensuite tous ensemble, pour dire qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on n'enlève pas, c'est compliqué. L'AP nous permet de savoir aussi à quelle échéance on a ces projets qui vont se réaliser. Mais avec un chiffrage qui est collé à l'AP. Ça nous donne précisément relativement précisément une idée des budgets à venir. Maintenant, on voit bien que ça peut glisser dans le temps, puisque nos AP à plus d'1 milliard, ils ne seront pas réalisés à la fin du mandat. Ça, je peux vous assurer, parce que on entraîne certaines depuis des années. Alors, je ne vais pas dire des décennies, mais des années et des années. Christophe? Oui, je vais répondre sur le compte financier unique. Bon, en théorie, c'est l'année prochaine. Voilà. Mais après, il faut bien quand même penser qu'il y a la séparation entre ordonnateur et comptable et que c'est un gros travail quand même pour le comptable public à l'échelle, effectivement, aussi de l'ensemble des collectivités. Donc, il risque peut-être d'y avoir aussi un petit peu de friture du côté du comptable public, plus que de la collectivité. Voilà. Donc, en théorie, l'année prochaine. Maintenant, voilà, c'est un travail qui est quand même extrêmement lourd pour la trésorerie. Donc, voilà, il se peut qu'il y ait peut-être aussi un peu de décalage quand même sur la mise en œuvre du compte financier unique. Madame Martin.
Une toute petite remarque, comme quoi ça sert d'être sénateur. Il y a une petite ligne dans la réglementation sur la M57 qui indique que nous avons obligation dans les collectivités de soumettre les documents 12 jours avant la session ou le conseil municipal. Voilà, donc les sénateurs sont en train de travailler pour réduire quand même ce délai. Sur les grosses collectivités, je pense que ça doit pouvoir se faire. Je pense qu'on doit. Sur les petites, c'est beaucoup plus compliqué. Exactement, oui, tout à fait. Bien, c'est un travail de sénateur à réaliser. C'est vrai que les petites lignes, on les voit pas forcément. Bien, donc est-ce que je vous resoumets au vote puisqu'il y a des discussions après le vote. Donc est-ce qu'il y a des votes contre ce rapport? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci, il est adopté. Nous passons donc maintenant à la présentation du rapport d'orientation budgétaire sur lequel on doit voter comme quoi on a bien présenté le ROB. Hein, je rappelle l'objet de la délibération. Hein. Donc, ça va être fait par Christophe Bouquet qui va nous le commenter, ce PowerPoint, et ensuite il y aura discussion. Merci. Donc, on a l'affichage. Qu'est-ce qui s'en charge? Du coup, c'est Pierre. Fiche de diaporama. Voilà, ça arrive. Alors, on engage tout de suite donc le diaporama avec d'abord quelques éléments introductifs et des éléments de contexte. C'est sur la première slide, peut-être, non? Voilà, c'est bon. Donc en 2023, donc comme vous le savez, il y a eu plusieurs notes de conjoncture qui ont été publiées au cours du troisième trimestre pour constater une dégradation brutale de l'épargne brute des collectivités territoriales. Donc deux facteurs essentiels qui sont d'une part l'inflation qui n'a jamais été atteinte depuis une trentaine d'années. Donc pour rappel, on avait démarré l'année 2023 avec 7,3% d'inflation et puis on devrait avoir un atterrissage à 4,2%, mais c'est quand même voilà, des variations importantes. Et puis ce deuxième facteur qui est la remontée des taux d'intérêt, puisque la Banque centrale européenne, donc, pour réduire justement cet effet inflationniste, a mené une hausse accélérée depuis juillet 2022 en rehaussant son taux directeur de 0,5 à 3%. Pour 2024, donc on reste quand même sur un contexte incertain qui est lié à l'évolution des équilibres budgétaires départementaux, avec l'accélération de la baisse des droits de mutation. Donc on va effectivement y revenir, et l'augmentation des dépenses sous l'effet de la persistance de cette inflation et des besoins sociaux croissants que nous avons largement aussi évoqués lors de cette session. 60% des dépenses de fonctionnement sont sur l'action sociale. Concrètement, en 2024, c'est 4% en plus sur les AIS. Et même si le RSA reste stable, nous avons la PCH et l'APA qui continuent leur progression, et une augmentation très hausse qui est observée aussi sur les frais d'hébergement avec plus 6,5%. Concernant le projet de loi de finances 2024, ça a été aussi évoqué hier par le sénateur Hugues Saury, qui contient peu de dispositions concernant les départements. Et toutefois, nous avons la loi de programmation qui instaure une réduction en volume de 0,5% par an des dépenses des collectivités locales, mais sans sanction financière. Donc, malgré une loi de programmation qui a été adoptée, je le rappelle, par un 49.3, l'État français a bien du mal à rassurer ses partenaires sur le plan européen. Un État français qui reste quand même asphyxié par sa dette avec 3 000 milliards qui a été enregistré en août 2023, 112,4% du PIB, et qui la classe à la 5e place au niveau européen. Donc, avec un objectif quand même de ramener le déficit à 3% d'ici 2027, cet objectif demeure bien difficile à atteindre dans ce contexte. Concernant les enjeux financiers pour l'année 2024, eh bien, premièrement, c'est trace de conserver un rôle central dans l'exercice des solidarités territoriales en direction des territoires et de ses habitants. Comme vous le savez, donc, en tant que chef de file de l'action sociale, le département joue pleinement son rôle, notamment en matière d'aide à l'enfance, avec la création de postes et la revalorisation de salaires, et puis bien évidemment aussi sur l'insertion, avec l'expérimentation France Travail qui a été aussi encore évoquée hier. Autre facteur aussi, c'est mettre en œuvre le PPI 2022-2028 qui avait été adopté en juin 2022,
avec près de 176 millions d'euros en 2024. Donc on reste sur un niveau qui est quand même très élevé, mais on va effectivement amorcer une déclinaison dans les années qui vont venir. Et puis enfin, c'est gérer le déséquilibre entre l'évolution des dépenses et les recettes, ce fameux effet ciseau, avec des produits de droits de mutation qui devraient poursuivre leur baisse en 2024, avec moins 10,5%, avec un niveau qui avait été historiquement haut en 2021. Donc là, on a une estimation qui est retenue pour finir l'année en 2023 à 85 millions d'euros. Les aides versées qui continuent aussi leur progression avec pratiquement 4%, dont 6,4% pour les frais d'hébergement. La masse salariale, 3%, et puis les achats aussi 3%, qui enregistrent aussi une évolution importante, toujours sur l'effet de l'inflation. Et puis, pas de compensation qui est prévue effectivement au projet de loi de finances pour le projet d'indexation sur l'inflation, comme ça avait été demandé par les départements de France. Donc, au terme de l'année 2023, on a un autofinancement, c'est-à-dire qu'une épargne brute qui serait de 75,8 millions d'euros, soit une baisse enregistrée de moins 44,3 millions d'euros par rapport à 2022. Donc la chute est quand même très importante. Et on prévoit 58 millions d'euros pour 2024, et donc à nouveau une baisse de 23%. On va regarder, donc examiner dans le détail les différentes sections. Les recettes, tout d'abord, les orientations budgétaires pour les recettes de gestion. Donc ces recettes qui restent quand même stables, du fait notamment de l'impact anticipé de la hausse des recettes sur la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et des recettes aussi sur la fraction de TVA, donc, qui viennent compenser donc, cette chute des droits de mutation. Donc, vous avez le tableau avec le détail des différents postes. Tout d'abord, les contributions directes. Donc là, vous pouvez observer qu'elle diminue de moitié. Donc c'est la perte de la moitié de la CVAE qui est compensée par la fraction de TVA. Et donc nous avons une prévision de 41,3 millions d'euros pour 2024. Les impôts indirects qui représentent maintenant 64% de nos recettes, qui sont composées principalement des droits de mutation et de la fraction de TVA pour 467,6 millions d'euros. Et puis les dotations et participations pour 132. Et enfin, les autres recettes pour à peu près 20 millions d'euros. On retrouve principalement les recouvrements sur les bénéficiaires au titre de l'hébergement et puis les produits de services. Donc on a un total de 661,5 millions d'euros de recettes en prospective 2024. Toujours notre courbe sur les droits de mutation. Donc comme je le disais, après cette période très faste pendant la crise sanitaire, on a une décroissance assez brutale. On reste quand même, on revient à peu près sur une moyenne qui était celle effectivement de la période d'avant-crise. Donc tout ça correspond à la chute de l'immobilier. Donc le début d'un cycle qui serait soit un retour au niveau d'avant-crise, soit un début de crise pour tout le secteur du logement. Et nous l'avons notamment évoqué hier encore dans la présentation sur le logement social. Je rappellerai que c'est près de 2,5 millions de ménages qui, en France, sont en attente d'un logement, alors que la production en 2023 ne sera que de 85 000 logements. Dans le détail, sur les principaux postes, donc la fraction de TVA qui est toujours en augmentation. Donc là, c'est toujours l'effet inflation, même si on a une dynamique qui ralentit, on observe un ralentissement. On inscrit ceci dit encore plus 4% sur la fraction de TVA sur la taxe foncière bâtie, et puis sur la CVAE aussi, donc avec respectivement 195 et 53 millions d'euros. Une baisse des produits de droits de mutation, comme je l'ai indiqué, sur le contexte sur l'immobilier et les taux d'intérêt, avec une dégradation de la conjoncture, et donc une inscription à 85 millions d'euros et encore 10% de moins. Donc c'est une chute qui est pratiquement de 30% en 2 ans sur les droits de mutation. Je rappelle, on avait enregistré un cycle haut en 2022 avec 123 millions d'euros. Donc on baisse à nouveau de 10% en 2024. Et donc on revient à la moyenne de l'avant-Covid.
Et puis, il y a aussi une dynamique qui est similaire qui s'applique aussi sur la taxe d'aménagement, puisqu'on va avoir aussi un effet reflux sur moins 6% sur la taxe d'aménagement. Et puis enfin, sur le poste des dotations, on maintient une DGF qui est à son niveau de 2023 à un peu plus de 64 millions d'euros. Donc ce montant est quand même très largement en dessous de la moyenne des départements, hein, je le rappelle, qui est autour de 156 millions d'euros, 156 euros par habitant, contre 93 euros par habitant pour le département du Loiret. Et donc, pour mémoire, c'est une perte de 34 millions d'euros de DGF par rapport à 2013. Une augmentation des recettes de CNSA, comme je l'avais indiqué, qui vient compenser cette perte sur les droits de mutation. Donc, c'est dû effectivement aux revalorisations qui étaient appliquées sur les services d'aide à domicile, avec un peu moins de 50 millions d'euros et plus 6%. Voilà. Donc, sur les autres postes, rapidement, on a le fonds de péréquation, droit de mutation, qui est reconduit avec une estimation qui est difficile, on va dire, à calculer, étant donné la forte variation qu'on a observée ces dernières années. La taxe sur l'électricité, qui est toujours impactée par la hausse des prix de l'énergie et la fin du bouclier tarifaire. Donc, on prévoit une augmentation de 2%. Et puis, la fraction complémentaire de TVA, qui, comme en 2021-2022, devrait continuer à bénéficier de 3,5 millions d'euros dans le cadre d'un fonds de sauvegarde qui a été mis en place par l'État. On passe maintenant sur les dépenses, les orientations sur des dépenses de gestion. Donc, les dépenses seraient là aussi, comme je l'ai indiqué en introduction, en augmentation constante avec 592,5 millions d'euros. Donc, je le rappelle, par une augmentation des AIS, pratiquement 4%, de la masse salariale, et puis les achats. Donc, je ne vais pas non plus... Voilà, vous avez le tableau sur l'ensemble des postes sur les dépenses. Et donc, vous avez aussi les contributions obligatoires. Je rappelle que nous avons la contribution au SDIS, qui est dans ce tableau, avec une augmentation aussi, une variation de 2,8%. Et puis, au titre des aides et charges de gestion courante, on a la maison de l'enfance, là aussi avec une augmentation de 2,5% pour 2024. Par ailleurs, donc, sous l'effet de la stratégie financière du département, on a une hausse des frais financiers donc, qui devrait être maîtrisée en 2024. Donc, je rappelle que nous avons 15% de la dette qui est en taux variable. Et donc, on a cette augmentation aussi sur la prospective, avec on passerait de 10,3 à 11,5 millions d'euros. Donc, dans le détail, maintenant, des différents postes de dépenses, au titre d'abord de l'action sociale, eh bien, les allocations individuelles de solidarité, avec un RSA qu'on a effectivement inscrit à zéro, puisque même s'il y avait eu une inflation qui avait été enregistrée de 3%, on mise quand même, nous, sur une baisse de bénéficiaires qui serait de l'ordre de 3%, donc pour rester effectivement à un niveau flat. Au niveau de l'APA, là, on enregistre une des plus fortes progressions, hein, avec 6,7%, qui est la conséquence des différentes revalorisations des tarifs horaires planchers pour les SAD qui étaient intervenus en 2022. Je le rappelle aussi sur le plan du contexte global que le nombre de personnes âgées et dépendantes doublera d'ici 2060 et qui ferait passer donc ces personnes âgées de 1,3 million à 2,6 millions de population. Et puis au niveau de la PCH, là aussi une augmentation importante et conséquente de l'ordre de 5%. Je l'ai indiqué aussi tout à l'heure sur les dépenses d'hébergement, elles sont en hausse sous l'effet principal des mesures volontaristes sur la politique enfance, avec, je le rappelle, l'ouverture effective de 45 places de MEX en 2024. Et donc, c'est un chiffre aussi la conséquent de 126,5 millions d'euros qui sera inscrit. Je le rappelle que pour une place de MEX, c'est 90 000 euros. Donc, ce qui est quand même des sommes quand même qui sont importantes pour le département. Vous voyez dans le détail du tableau sur les frais d'hébergement, la progression la plus importante, elle est sur
sur l'enfance, avec 13,4% de variation entre 2023 et 2024. Donc le nombre d'enfants qui est confié à l'ASE a augmenté de 65% entre 2015 et 2023. Et les mineurs non accompagnés, c'est plus 37% en 2 ans entre 2021 et 2023. Sur toujours les restes des dépenses de gestion, les contributions obligatoires et les subventions qui sont en augmentation. Donc voilà, je l'indique aussi avec la convention que nous avons avec le SDIS, c'est l'avenant à la convention pluriannuelle que nous avons signée pour la période de 2022 à 2028, donc suite au protocole d'accord qui avait été signé en juillet 2022 et qui prévoit la création de postes et de la revalorisation de la prime de feu. On trouve aussi dans ces contributions obligatoires la dotation collège, il faut le rappeler, avec plus 2% et 6,7 millions d'euros. Autre mesure sur les politiques sociales, le budget de la maison de l'enfance qui est fortement aussi impacté avec 3% d'augmentation et l'ordre de pratiquement 15 millions d'euros. Et la poursuite du déploiement de nouveaux sites d'accueil et la montée en charge du nombre d'enfants accueillis. Donc c'est une augmentation qui est de l'ordre de 231% sur la période de 2019 à 2023, avec 63 agents supplémentaires qui ont été effectivement affectés à cette structure à l'été 2023. Une augmentation aussi donc des charges de personnel, comme je l'ai indiqué, 117 millions d'euros, plus 3%, alors dans lequel aussi on retrouve le glissement, le GVT, glissement vieillesse et technicité qui est classique, et puis l'impact surtout en année pleine des revalorisations qui sont intervenues en 2023. Je rajouterai aussi la refonte des grilles des catégories B et C, et puis la création bien sûr de postes, 100 postes qui ont été créés en 2022 et 53 en 2023. Et puis enfin les achats, donc une évolution sur les achats qui est calée sur l'inflation, avec 3% aussi encore une fois d'augmentation pour des crédits qui seraient inscrits de l'ordre de 53,3 millions d'euros, et toujours en lien avec l'évolution des prix de l'énergie et des matières premières. Au niveau donc des dépenses d'équipement, donc on a terminé effectivement la présentation sur les charges de fonctionnement. Au niveau des dépenses d'équipement, on retrouve bien notre graphique sur chaque présentation. Donc une enveloppe qui reste, comme je l'ai indiqué, élevée, avec 175,9 millions d'euros qui devrait être consacré pour cette année 2024. Alors vous avez, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ensemble des postes d'investissement. Les principales concernent toujours les dépenses d'infrastructures routières qui représentent le poste le plus important, avec 68 millions d'euros, dont 26 millions sont encore affectés pour la déviation de Jargeau. Bien sûr aussi des crédits pour les collèges, 26 millions d'euros, dont 9,4 qui sont affectés pour la demi-pension du collège de Jargeau, le Clos Ferbois. Autre poste important, c'est tout ce qui concerne la mobilisation sur les territoires, avec 21,2 millions d'euros. Et puis, donc nous avons réceptionné donc les archives, mais vous savez que le site continue effectivement sa construction avec la Cité Loiretaine. Et là, vous voyez, on inscrit 15,5 millions d'euros sur cette opération qui va commencer effectivement à être dans sa période de maturité. Donc pour financer ces investissements, ils sont financés d'une part par les recettes propres. Alors au niveau des recettes propres, on y trouve nos partenaires, d'autres collectivités territoriales, de l'État, des fonds européens. On y retrouve aussi le FCTVA, la dotation d'équipement des collèges, la dotation de soutien à l'investissement, donc la DSID, et puis le fonds vert. Donc ces recettes propres sont affichées à 47,7 millions d'euros. On y trouve aussi, bien sûr, l'autofinancement net, donc qui est de 29,9 millions d'euros.
Là aussi, c'est une estimation puisque l'exercice n'est pas complètement clôturé. Et puis, pour terminer, effectivement, pour clôturer complètement, on va dire, l'investissement, il faut une variable qui est la dette, qui est donc un emprunt d'équilibre de l'ordre de 98,3 millions d'euros. Donc ce contingent d'emprunt sera définitivement arrêté lorsque le financement disponible sera fixé donc, en cours d'année, sans doute peut-être au niveau de la DM1, et l'objectif étant de rester sur un ratio de désendettement qui est toujours en dessous de 10 ans, comme nous nous sommes engagés. Et bon, voilà, on remet aussi à chaque fois ce graphique sur la dette et effectivement la position du Loiret, qui pour l'instant n'évolue pas, mais qui reste sur un niveau assez élevé par rapport aux mêmes strates de département. Donc pour terminer et pour conclure, je dirais que les craintes exprimées lors du budget primitif en début d'année concernant la dégradation de la situation financière du département se manifestent, comme vous pouvez le constater. La chute des produits, des droits de mutation conjugués aux décisions de l'État entraîne un recul qui est sensible de notre autofinancement dès 2023 et qui devrait se poursuivre en 2024. Donc nous avons assisté véritablement cette année à une inversion de la dynamique conjoncturelle post-Covid, sous l'effet des recettes des MTO et de la fraction de TVA, et en même temps un bond exceptionnel sur nos charges de fonctionnement. Alors pour 2024, je dirais que le conseil départemental garde son cap avec des crédits en hausse sur les politiques sociales, notamment dans le domaine de l'enfance, ça a été largement évoqué hier, et également aussi en matière d'insertion avec le partenariat que nous avons conclu avec l'État. Un maintien d'un niveau d'investissement qui est comme très soutenu afin de répondre aux besoins des territoires. C'est comme aussi l'économie des territoires qui est aussi en jeu. Donc on reste sur un niveau important pour le mandat par rapport à ce qui avait pu être sur l'exercice précédent. Et puis la poursuite des efforts de gestion qui sont effectivement nécessaires à la préservation de notre modèle. Mais pour terminer, je dirais que on ne peut pas effectivement continuer sur cette lancée, je dirais, dans les années qui viennent, sans une nouvelle ressource qui serait dynamique en matière fiscale. On peut s'interroger sur la soutenabilité du système. Donc sans un retour à une forme d'autonomie sur les ressources, on va véritablement sur un point de rupture. On l'a évoqué, 14 départements sont passés dans le rouge cette année et ont bénéficié du fonds de sauvegarde. Mais à terme, c'est quand même pratiquement la moitié des départements qui sont menacés. Alors on nous annonce un nouvel acte de décentralisation. Les déclarations récentes du président de la République, même si elles ont été rapidement relativisées par la Première ministre, n'augurent rien de rassurant sur les intentions de mettre à nouveau en cause l'échelon départemental, alors même que cet échelon a démontré toute sa pertinence depuis sa création qui remonte, je le rappelle, à la Révolution française. Objectivement, on peut difficilement imaginer demain une organisation territoriale qui serait fondée avec à sa base le bloc communal, qui est composé des communes et des EPCI, et puis au niveau supérieur, des régions qui sont devenues de véritables mastodontes, et puis rien entre les deux blocs. Ce serait le signe pour moi d'un profond déséquilibre qui serait tout simplement fatal à l'organisation administrative du pays, au moment même où il convient de repenser le rôle des préfets pour renforcer le dialogue entre l'État et les collectivités, comme l'a suggéré le Sénat en juin dernier. Ça a été effectivement exprimé dans la haute chambre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà, c'est bien connu, les sénateurs sont sages. C'est une assemblée de sages, n'est-ce pas, de sénateurs. Effectivement, on voit bien qu'on a un peu un État, un gouvernement déconnecté, clairement déconnecté. Quand on nous annonce qu'il faut une réduction du volume de nos dépenses de moins 0,5%, bon, soit, si on était dans une conjoncture favorable, on a déjà essayé de tenir nos finances. Puis dans le même temps,
on nous impose des augmentations. Il faut suivre le taux de l'inflation, quoi de plus normal. Là, on nous impose aussi une augmentation du RSA, certainement, au mois d'avril, c'est déjà annoncé. Alors, ça sera peut-être plus 4%, peut-être. Et puis, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, on nous dit économiser, de l'autre côté, on nous charge la barque. Donc, je pense qu'il y a vraiment besoin d'une réflexion approfondie. Alors, je ne sais pas où mènera la réflexion d'Éric Woerth, hein, mais on se doute bien que ça va accoucher d'une souris, parce que la réflexion va rester certainement tourner un petit peu en rond, comme on le voit arriver, parce qu'on voit bien que l'échelon départemental, tu l'as dit Christophe, c'est quand même un échelon, on le voit bien, de la proximité, l'échelon indispensable, le relais, je dirais, sur le territoire. Donc pour le département du Loiret, bon, il y a quand même un sujet qui est une anomalie, je dirais, sur la DGF, sur le niveau de DGF. Tu l'as dit à Christophe, on a un niveau de DGF qui est anormalement bas. Alors, c'est peut-être le poids de l'histoire, mais il y a 7 ou 8 départements qui sont dans cette configuration, dans cette situation. Il y a le Maine-et-Loire. Je me souviens bien que le président du Maine-et-Loire, on avait fait un peu front commun avec le président de l'Aisne pour dire qu'il faut corriger, parce que ça, c'est un sujet, pour nous, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui nous manquent à gagner. Donc là, on nous dit oui, le gouvernement répond oui, mais vous vous débrouillez à enveloppe constante. Ça veut dire que ce qu'on va donner au Loiret, au Maine-et-Loire, à l'Aisne, etc., aux autres concernés, il faudra le prendre sur la dotation des autres. Alors évidemment, la solidarité ayant des limites entre départements, vous savez bien que ça n'a pas pu bouger. Donc on voit aussi, tu l'as dit Christophe pour terminer, ce fonds de soutien qui arrive pour 14 départements, donc ce qui signifie 14 départements qui sont aujourd'hui dans la difficulté. Moi, je ne veux pas sombrer dans le pessimisme, hein, c'est pas le genre de la maison, mais l'année prochaine, ça va être, on sera dans une situation encore un peu plus difficile si la conjoncture ne se retourne pas, et puis 2025 encore un peu plus difficile si on reste sur cette trajectoire-là. Donc, ce qui signifie que est-ce qu'on sera tous à un moment, tous les départements dans cette situation et qui nécessitera l'abondement d'un fonds de soutien pour nous toutes et tous, enfin nous tous, pardon. Bah, je le pense. Mais voilà. Donc, notre budget 2024, on va le construire, mais il y aura quelques arbitrages à faire, évidemment, à la suite de ces OB. Voilà. Donc, on a quand même toujours un PPI et on a toujours un programme d'investissement qui est haut, toujours très haut. Et on sait bien que pour l'avenir, il va falloir le tasser un peu, enfin baisser un peu la voilure, tout en étant évidemment vigilant sur ce qu'on appelle les coûts partis. Les coûts partis, on doit les assumer. Voilà donc ce que je voulais dire juste pour résumer, mais je vous laisse bien entendu la parole à vous toutes et tous. Donc on va commencer par Hélène Lorme, Hugues Rimbaud ensuite, et Baptiste Chapuis. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme évoqué hier en introduction, et comme à chaque présentation du rapport d'orientation budgétaire, nous avons les grandes masses, mais assez peu d'éléments pour chaque politique, notamment en fonctionnement. Il est alors difficile de percevoir quels choix politiques seront faits par vos soins pour construire le budget 2024. Dans la section investissement, quid de l'ambition importante du PPI, du plan pluriannuel d'investissement, au vu du contexte, puisque dans votre conclusion, vous dites, et je vous cite, tout en conservant pour l'instant sa politique d'investissement à un haut niveau. Est-ce que certains investissements seront sanctuarisés ? Exemple, les pistes cyclables, les investissements verts. À l'inverse, est-ce que certains investissements vont disparaître ? Nous avons aussi besoin de visibilité sur les ambitions du reste du mandat. Nous attendons les détails au moment du vote du budget dans quelques semaines et nous serons attentifs aux choix politiques opérés. D'une manière générale, si nous nous associons aux propos sur la perte d'autonomie des départements, de l'ensemble des collectivités locales globalement, qui réduisent nos marges de manœuvre avec un contexte un peu plus difficile, notons tout de même que nous ne sommes pas dans une situation dramatique comparée à d'autres départements comme nous l'avons évoqué. Rappelons aussi que quand nous comparons en pourcentage les dépenses que nous avons en matière de politique sociale, nous ne faisons pas partie, notamment dans la région, des départements qui dépensent le plus. Il y a ici clairement un rattrapage qui est plus que bienvenu, mais qui est aussi dicté par des difficultés que nous avons, comme partout, notamment sur la protection de l'enfance. Ce contexte plus contraint dicte aussi notre intervention sur un certain nombre de politiques et le fait que nous devons nous concentrer sur nos compétences propres, en parfaite collaboration avec nos partenaires
Échangeons avec les autres collectivités sur les compétences partagées et travaillons en bonne intelligence, comme je le disais hier. J'évoquais hier la protection de l'enfance. Il y a également le logement social, dont nous avons parlé hier au cours de la session, la question de pilotage du RSA ou encore les aides et les soins à domicile dont les associations sont à la peine et méritent l'attention du département. Notre collectivité doit être le premier rempart aux inégalités sociales de nos concitoyens. Je vous remercie pour cette attention. Merci. Donc, évidemment, on verra point par point au moment du vote du budget, parce que je pense que vous ne manquerez pas de commenter chaque ligne qui vous seront proposées. Effectivement, nous aurons des choix à faire par rapport au PPI, puisque c'est la variable d'ajustement, ça va être aussi notre capacité à investir à un moment, puisque nos frais de fonctionnement augmentent de façon importante. Nous n'avons plus le levier fiscal. Donc, nous n'avons plus la possibilité, comme c'était le cas, par exemple, en 2008, pour les plus anciens. Vous allez dire à chaque fois, ils radotent, ils parlent toujours du passé, mais du passé aussi, on en tire les leçons pour l'avenir. Mais quand on a eu un effondrement suite à la crise des subprimes des DMTO, c'était un effondrement total et on a sabré, donc dans l'année qui suivait, on a sabré les investissements, mais en même temps, on a mis un coup de pause sur la fiscalité qui nous a permis de se remettre à flot. Et sans pour autant écraser les Loiretains sous la fiscalité. Il y a eu on avait cette possibilité toujours d'adapter nos recettes, mais je dirais avec un décalage, parce qu'évidemment, il y a eu un décalage. Donc là, ce que le département de France demande aussi au gouvernement, c'est de déplafonner le taux de DMTO. Alors pour nous, c'est pas une recette énorme, mais on le voit bien, c'est quand même plus de 100 millions d'euros. Enfin, c'est 85 millions d'euros inscrits, mais on a dépassé les 120 millions d'euros il y a 2 ans. Donc le déplafonnement nous permettrait d'avoir quand même quelque part un souffle d'air. Ça ne coûte rien au gouvernement, ça ne coûte rien à l'État. Nous avons un autre sujet aussi qui concerne ce qu'on appelle la TSCA, la taxe spéciale sur les compagnies d'assurance. Je parle là pour la contribution au SDIS, par exemple. Donc nous avons une fraction de cette TSCA qui est fléchée sur le SDIS. Les besoins du SDIS, vous l'avez vu, sont croissants. Nous assumons, nous assumons ces dépenses et les collectivités locales aussi. Les intercommunalités suivent aussi à nos côtés. Mais cet élargissement de l'assiette de la TSCA pourrait se faire sans que ça coûte à l'État, simplement avoir une assiette plus large. Aujourd'hui, on est concentré sur les véhicules automobiles. Donc là, aujourd'hui, on dit que la taxe spéciale sur les compagnies d'assurance pourrait aussi toucher les maisons, les habitations, etc., les bâtiments, etc. Donc ça serait un élargissement de cette assiette qui permettrait pour nous d'avoir peut-être 1 ou 2 millions d'euros de plus. Donc voilà, il y a quelques simples mesures à prendre, et ça, on interpelle aussi les parlementaires sur le sujet, qu'ils éclairent un peu le gouvernement de cette connaissance du territoire que nous avons, et qu'il semblerait que, comme je l'ai redit, je pense que le gouvernement est un peu loin de nous. Voilà, donc on a quelques recettes, nous, en tout cas, et qui sont proposées régulièrement. On n'est pas forcément écoutés. C'est bien dommage. Voilà, donc je ne vais pas commenter plus longuement, mais donc on a bien saisi le sens de votre propos. Le social, effectivement, on suit. Quand Laurence Galzin en a parlé hier, protection de l'enfance, c'est le sujet numéro 1 de nos préoccupations. Vraiment le premier sujet, tout le monde le sait ici, de nos préoccupations. Et on est constamment en train de s'adapter. Anticiper, c'est difficile, mais on le fait dans la mesure du possible. Voilà, sur l'APA, on sait, Christian Brault le sait aussi, il nous alerte régulièrement sur l'APA et la PCH. Là aussi, il y a une croissance. Et on voit bien le papy-boom arriver. Donc, clairement, il faut se préparer. Si on reste dans cette configuration-là, s'il n'y a pas enfin un plan grand âge lancé par le gouvernement, parce que ça, on nous l'a annoncé à l'époque de Sarkozy, on nous l'a annoncé à l'époque de Hollande, je pense que Macron ne va pas le faire aussi, et puis rien ne bouge. Mais à un moment, il va falloir aussi, quelque part, donner les moyens pour assumer ces politiques-là. Voilà, donc... et puis après, sur les compétences, oui, je vous l'ai dit hier, c'est... Et aussi vice-versa. Quand on parle de gérontopole, c'est ce que nous voulons faire à l'échelle interdépartementale, c'est parler des personnes âgées, compétences départementales,
Bon, là où à un moment, il y a un frémissement de la région pour créer un gérontopole. On a prévenu en disant, bah, attendez, c'est pas trop votre rôle. Alors si la région veut faire la planification, mais nous, je dirais qu'on a les mains dans le cambouis, on est sur le terrain et faites appel à nos compétences parce qu'on peut le faire nous-mêmes aussi. C'est un exemple, hein, parce qu'il y en a d'autres aussi. Je pense, s'il fallait qu'on raisonne à l'échelle interdépartementale sur toutes nos politiques, ça pourrait être aussi intéressant. Voilà, donc j'avais dans l'ordre Hugues Grimbourg, Baptiste Chapuis, Mathieu Gallois, on va mettre Hugues Saury avant Mathieu Gallois pour essayer de mélanger un peu. Donc Hugues Saury et Mathieu Gallois. Allez-y, Hugues Grimbourg. Merci Monsieur le Président, merci Christophe Bouquet pour cette présentation qui est un peu sombre sur la situation 2024 et j'ai l'impression d'entendre un peu la même chose à chaque présentation des orientations budgétaires ou du budget. Le budget est présenté sous un jour toujours très défavorable. Il faut peut-être nuancer un peu. Si on regarde les derniers exercices, on a réussi à diminuer la dette sur les 3 dernières années avec 33 millions d'euros de diminution en 2022 et une prévision de 35 millions d'euros en 2023. Donc on fait diminuer la dette et en parallèle de ça, on a des niveaux d'investissement qui restent très élevés et qui ont doublé par rapport à 2017. Donc on ne peut pas dire non plus qu'on n'a pas de moyens d'action, et même si la situation 2024 sera probablement plus défavorable que cette année et que l'année précédente. Sur les dépenses, j'ai deux points qui m'interpellent. D'une part, c'est le choix de laisser les dépenses liées au RSA à 0% d'évolution, en stagnation. Ça veut dire que la revalorisation prévue en avril doit être compensée par un départ des bénéficiaires du RSA du dispositif. Et 5% d'augmentation du RSA, ça fait 5% de départ, ça fait à peu près 800 bénéficiaires. Est-ce qu'on est capable raisonnablement d'envisager qu'il y ait 800 personnes qui vont pouvoir quitter le dispositif vers l'emploi, on imagine, dans un contexte où le chômage est en train de remonter? Ça paraît difficilement réalisable dans un laps de temps aussi court. Et puis le deuxième point, c'est les dotations au collège qui sont en dessous de l'inflation. Ça veut dire qu'on fait porter une charge croissante sur les collèges, sur leurs autres ressources. Et vous allez me dire qu'il y a certains collèges qui ont encore beaucoup de trésorerie et qu'ils peuvent tout à fait supporter des dotations qui sont inférieures à l'inflation. Mais ce n'est pas le cas de tous les collèges. Et encore une fois, il faut tenir compte de ceux des établissements qui sont les plus fragiles. Et vous savez, celui auquel je pense, mais je pense qu'il n'est pas, c'est pas le seul. Il y a des disparités entre collèges et c'est dommage qu'il n'y ait pas de mécanisme de compensation pour que les plus riches donnent aux plus pauvres. Je vous remercie. Merci. On va répondre à plusieurs voix. Donc il y aura Christophe, il y aura Florence et puis moi. Moi, je vais répondre sur le RSA. Effectivement, c'est un signe fort qu'on veut donner sur le RSA. Moi, on l'a dit hier, nous croyons à cette nouvelle politique France Travail. Je pense que c'est un moyen vraiment de raccompagner les bénéficiaires du RSA sur le chemin de l'emploi durable, parce qu'il ne s'agit pas de travailler pendant 6 mois et de rebasculer ensuite dans le chômage ou après la précarité à travers le RSA. Je pense que c'est un cap qu'on est capable de passer. Alors après, vous avez mis les chiffres, 800, bon, la revalorisation, elle sera autour de 3,5, peut-être 4% en avril, effectivement. Donc là, il faut s'y attendre. On va voir un effet, une marche. Bon, après, on le sait bien, s'il y a besoin si on a besoin de rééquilibrer par une DM à la fin de l'année, ben on le fera. Mais il faut se donner un objectif. L'objectif, c'est celui-ci. C'est de contenir l'enveloppe globale en raccompagnant sur le chemin de l'emploi un maximum de bénéficiaires du RSA. Donc Christophe, sur la partie budget défavorable, entre guillemets, ou sombre, comme vous avez dit, et puis Florence sur la partie dotation au collège. Oui, c'est vrai qu'on est toujours vigilant, mais je pense qu'il y a les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Voilà, c'est pas qu'un sentiment. Quand on perd la moitié de son autofinancement en une année, c'est quand même un signal qui est quand même assez fort. Voilà, on passe de 120 millions à 75 millions d'épargne brute. C'est ce qui nous sert quand même à financer notre investissement. Donc si on continue sur cette courbe-là, on va quand même avoir de sérieux problèmes, notamment sur le fait aussi qu'on n'a plus de pilotage.
on l'a dit, on n'a plus de pilotage sur nos recettes, puisque voilà, ça vient effectivement de compensation, mais pour combien de temps aussi, puisqu'on voit bien quand même comment évolue aussi notamment le sujet en matière de l'enfance. Donc on a, au niveau des SAD, c'est pareil, il y a une revalorisation, mais est-ce que cette revalorisation, cette compensation se fera à long terme? Et puis, sur la fiscalité, voilà, on est carrément... on n'a plus du tout de fiscalité. On a une fiscalité, je le répète, 64% de notre fiscalité qui est indirecte, qui est basée sur les droits de mutation et sur la fraction de TVA. Donc, quand la conjoncture va, comme l'année dernière, c'est très bien. Là, effectivement, on a engrangé des recettes. Mais quand elle s'inverse, comme c'est le cas actuellement, et comme les économistes, parce qu'il faut observer aussi ce que disent les notes de conjoncture et les économistes, quand on voit effectivement le chemin que ça prend pour 2024, voire 2025, il y a de quoi effectivement être inquiet. Et c'est aussi par rapport aussi à ce manque de pilotage qu'on lance ce signal, parce qu'à part augmenter effectivement la dette, alors qu'on est quand même, je l'ai rappelé, sur un niveau d'endettement qui est quand même assez élevé, on a quand même très peu de marge. Bien, merci. Florence. Alors sur la partie dotation collège, je vais rappeler ce que j'ai déjà dit. D'abord que le système que l'on a mis en place avec la revalorisation de la DGF a fait l'objet d'un groupe de travail avec les principaux de collège qui ont été consultés, qu'ils ont préféré ce dispositif à tout système d'écrêtement. Donc on est obligé aussi de composer avec les principaux et on le fait en concertation et je pense que c'est quand même une bonne chose de faire ces évolutions en concertation avec les principaux. Donc c'est aussi leur demande, l'évolution de la DGF telle qu'on la connaît là en 2024. Cette évolution va avoir des conséquences aussi sur l'ensemble des postes financiers des collèges, dont il faut quand même qu'on attende les effets, parce que vous voyez bien que dans les CA de collège dans lesquels nous avons tous, les uns et les autres, été, on voit bien que cette maintenant interdiction de reversement du service SRH vers l'ensemble des autres dispositifs est en train quand même d'avoir des impacts assez importants sur les finances de l'ensemble des établissements. Et donc, cumuler deux dispositifs qui auraient consisté à, modifier le mode de fonctionnement de la DGF et, de l'autre côté, mettre de l'écrêtement, je pense qu'il faut déjà qu'on se donne le temps de l'évolution de la DGF. On va voir comment ça a fait évoluer l'ensemble des fonds de roulement des collèges et ensuite on verra. Mais on ne peut pas non plus prendre des dispositions qui vont à l'encontre de ce que nous demandent les principaux de collèges. Il faut qu'on agisse aussi dans la concertation et il faut qu'on arrive à trouver un équilibre sur ces dotations. Très bien, merci. Baptiste Chapuis. Monsieur le Président, chers collègues, les orientations budgétaires sont toujours un moment qui nous permet de nous poser et de nous interroger un petit peu sur dans quel contexte les politiques publiques du département sont portées. Donc mon propos sera d'abord sur la question du contexte, un petit mot sur la situation du département et enfin autour d'une thématique. Sur la question du contexte national, donc il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur la situation, sur les DMTO et malheureusement entre ce qui a pu être présenté hier sur la situation du logement et ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur la frilosité du système bancaire pour accompagner les ménages à acheter leur maison, leur appartement, on se rend compte qu'on est dans une tendance qui n'est pas vouée à s'améliorer à court ou moyen terme. Et on se rend bien compte que souvent ce qu'on dit, c'est quand le logement, l'immobilier, le BTP va, tout va. Et ben là, c'est plutôt l'immobilier, le logement et le BTP va pas bien. Et tout le reste ne va pas très bien. Et donc, en découle, c'est le système des MTO, c'est-à-dire que en cascade, les recettes sont de plus en plus faibles, et on sent bien que on aura. Je suis pas sûr que la situation va s'améliorer en 2024 ni en 2025, et qu'on risque de devoir durablement gérer cette situation-là. Ça, on peut le déplorer, mais vraiment sur cette frilosité du marché immobilier, on sent bien que c'est une tendance assez lourde et on a du mal à voir la sortie du tunnel. Et c'est vrai que ça risque d'impacter assez fortement les finances des collectivités.
Un deuxième mot, mais alors ça je le fais et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises parce que je trouve que la présentation est toujours un petit peu maladroite sur la question de l'indice des fonctionnaires. Je trouve que en effet c'est une charge, en effet ça impacte les budgets des collectivités, en effet c'est une dépense assez importante et lourde. Néanmoins, on passe nos interventions à saluer le travail des fonctionnaires, à saluer leur engagement, à saluer leur implication et que ça puisse se traduire par une augmentation de l'indice qui n'a pas ou peu évolué ces dernières années. Je trouvais que c'est quand même assez nécessaire et donc je pense que voilà, je comprends que si elle soit une contrainte, néanmoins c'est quand même une sacrée ressource d'avoir des fonctionnaires de qualité qui travaillent au quotidien pour nos politiques publiques et donc voilà, à chaque fois sur cette présentation qui est faite un petit peu comptable en disant oui ça coûte cher d'augmenter l'indice des fonctionnaires, certes, mais néanmoins, derrière, il y a de l'humain et c'est des gens qui, au quotidien, font un travail considérable et on le voit dans nos collectivités. Aujourd'hui, on a du mal à les recruter, du mal à les garder et du mal à avoir des carrières longues dans nos collectivités. Certains choix professionnels font que... Et tension sur les collectivités, il y a certains profils qui vont de collectivité en collectivité. Donc voilà, c'était mes deux sujets en préalable. Sur la situation du département, collègue Hugues Rimbourg, Hugues interviendra tout à l'heure, il dira peut-être pas la même chose. En tout cas, l'a dit, c'est-à-dire que le choix de réduire la dette cette année et la situation financière certes compliquée, mais plutôt saine de la collectivité, font que vous faites des choix, en effet, de réduire plus fortement la dette cette année. C'est un choix. Moi, je suis pas un grand fanat et ayatollah de la réduction de la dette, parce que je pense qu'il y a de la bonne dette. En effet, quand on est en période de crise, même que l'État s'endette de manière contracyclique quand on est en période de crise, je trouve que c'est nécessaire. Alors, je dis pas qu'il faut s'endetter constamment et de manière durable, mais voilà, il peut y avoir de la bonne dette. Et donc vient mon dernier propos sur la question de la thématique. On a beaucoup parlé de protection de l'enfance sur son volet fonctionnement, sur des mesures d'urgence qui sont nécessaires et elles ont été abordées à de nombreuses reprises, y compris sur la question de la revalorisation et la reconnaissance salariale de ces professionnels. Là, mon interrogation et ma question et plutôt ma proposition que je fais dans la préparation du budget prévisionnel qui nous sera présenté au mois de février, c'est que sur la partie investissement et sur le PPI, la porte qui a été ouverte sur la priorisation du PPI, moi je la prendrais bien. Je pense qu'aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé ces dernières années, on doit réinterroger notre PPI. Et dans ce cadre-là, je pense que la question de la protection de la France, et notamment la question bâtimentaire de créer de nouvelles places, notamment la MDE, et donc de doubler la capacité sur Orléans, mais pas que sur l'accueil de ces jeunes, je pense qu'elle doit se poser. Et on sait très bien que nos délais administratifs font que si on veut faire des études en 2024 pour pouvoir lancer des chantiers en milieu d'année 2025, pour ouvrir nos places en 2026, il faut le lancer rapidement. Et donc moi je demande à ce que dans le budget 2024, on puisse réserver des crédits qui nous permettent d'étudier la faisabilité de création de ces bâtiments. Est-ce que c'est de la restructuration? Est-ce que c'est de la création sèche? Je ne sais pas, mais aujourd'hui on sait que il y a une tendance forte à l'augmentation du placement de ces jeunes. On pourrait parler aussi des MENA. On sait que voilà, ça va pas baisser. Et que même si on travaille, et on l'a déjà expliqué ici, à ce que chacun prenne ses responsabilités, l'État, l'ARS, la pédopsychiatrie, etc., malheureusement, enfin, on ne va pas vider complètement la maison de l'enfance et nos lieux de vie, et malgré les créations qui vont venir. Et donc l'idée, c'est d'anticiper un peu ce temps long et de pouvoir prévoir dans le PPI des crédits qui permettent de créer un nouveau bâtiment assez rapidement pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions ces jeunes et permettre aux professionnels de faire correctement leur travail. Et je serais pratiquement d'accord avec les 4 points, dis donc. Non, donc le 1, je partage, hein, évidemment, contexte national. Le 2, là aussi, sur les fonctionnaires, oui, quand on dit, on déplore pas, on dit, c'est une charge. Non, on constate que c'est une charge supplémentaire et on le fait bien volontiers. Ensuite, réduire la dette. Oui, réduire la dette, il y a la bonne dette certainement, celle qui investit pour l'avenir, pour le futur, etc. Donc ça,
Mais la nôtre est particulièrement élevée quand même. On l'a vu, on le voit là dans la comparaison avec les autres départements. Donc on doit quand même être vigilant. Et puis sur la thématique de l'ASE, oui, là, clair, on est clairement aussi sur quasiment la même longueur d'onde. Il faut se préparer, il faut anticiper. Investir certainement. Nous, on est aussi sur les petites unités. Je pense qu'on croit aussi peut-être plus aux petites unités qu'aux grands bâtiments où on va concentrer. Mais parce que ça, les services nous le demandent. D'ailleurs, les agents de l'ASE qu'on a rencontrés, eux, ils se réjouissent à l'idée qu'on puisse sortir un petit peu de la MDE pour avoir des unités de 6. 6, c'est un seuil. Quand vous avez 6 jeunes accueillis dans une maison, c'est plus facile à gérer que vous en avez beaucoup plus. Florence, je te laisse sur-dessus. Juste sur la fin de l'intervention concernant la protection de l'enfance, donc effectivement, mais Monsieur Dupuis, Monsieur Chapuis, pardon, vous le savez puisqu'on en a déjà un petit peu parlé en commission. Vous savez que on va vous proposer dans les semaines qui viennent un dispositif nouveau et qui figurera au PPI puisque à l'initiative du président et on va vous le proposer au budget, on va mettre en place une aide à l'investissement pour les villages d'enfants et donc dans le PPI apparaîtra une partie aide à l'investissement. Je ne peux pas vous donner exactement le montant, on est en train de travailler dessus, mais pour soutenir les ouvertures de nouvelles places et donc les structures qui sont partenaires bénéficieront à partir de l'année prochaine d'une aide à l'investissement qui figurera dans le PPI. Donc votre demande, elle est déjà concrétisée. Et ça sera ça chiffrera en millions. Donc je veux dire, ce sera un nouveau dispositif qui figurera dans le plan d'investissement pour de nouvelles places. Voilà. Bien, merci. Donc j'ai Hugues Saury, Mathieu Gallois, mais j'ai Francis Kamal qui m'a fait une transmission de pensée. J'ai vu que tu avais fait un petit signe tout à l'heure, donc ça ne te dérange pas de parler après. Voilà. Allez, Hugues Saury. Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques mots rapidement. D'abord pour remercier notre collègue rapporteur général du budget, Christophe Bouquet, qui nous a, me semble-t-il, très bien présenté les principaux éléments de ce. Alors, il n'y a plus le mot débat dans l'intitulé de ce que nous sommes en train de faire, mais l'objectif, c'est quand même de débattre et ce que nous faisons donc montre bien voilà, nous débattons et c'est très bien. Ce que je voulais dire par rapport à ce ROB, c'est que effectivement nous sommes dans une période qui est difficile. On le voit avec la diminution de l'épargne brute. Ceci dit, compte tenu du contexte, ça serait certainement un petit peu étonnant d'avoir une autre tonalité que les chiffres un peu tristes que nous constatons. En fait, je trouve que ce ROB, il est malgré tout il est conforme à l'ADN de notre département. Alors, sans revenir aussi en arrière, notamment à la fin des années 2010, on voit que dans le département du Loiret, et notamment avec l'impulsion d'Éric Deligé à l'époque, il y a toujours eu cette volonté d'avoir une maîtrise des dépenses de fonctionnement pour permettre de garder des dépenses d'investissement qui soient importantes. À la fois parce que cet investissement permet de fournir des équipements à nos concitoyens loiretains, et ça permet aussi de soutenir une activité économique qui, aujourd'hui, a bien besoin, me semble-t-il, dans les domaines notamment de la voirie, du bâtiment, d'avoir les marchés des collectivités territoriales pour continuer à exercer leur activité. Ce que je voulais dire, c'est, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Président, c'est que j'ai vraiment l'impression que depuis une dizaine d'années, à peu près, il y a une volonté d'étouffement de l'État par rapport au département. Cette volonté d'étouffement, elle s'est concrétisée notamment avec la quasi-disparition de l'autonomie fiscale. On voit que nous n'avons plus de levier, on le sait, nous n'avons plus de levier fiscal, ce qui obère notre capacité de réagir à des situations difficiles. Et donc, je pense que voilà, nous sommes dans une situation difficile et nous n'avons pas forcément les moyens aujourd'hui en interne de réagir à cela, sauf à faire un certain nombre d'économies. Mais je pense que l'objectif final
de l'État, c'est quand même une forme de Big Bang territorial, je le crains, avec à terme une reconfiguration des strates départements, régions. Effectivement, je pense que l'État est complètement en décalage par rapport aux besoins de nos concitoyens sur ce sujet. Il assèche les finances des départements, alors que les départements sont des collectivités de proximité qui développent des politiques à destination de des populations qui sont absolument indispensables. Et c'est d'autant plus rageant que dans le même temps, on l'a vu là avec le PLF, l'État, lui, ne fait pas véritablement d'économie parce que facialement, il était présenté des dépenses en diminution, mais c'était la suppression de lignes du quoi qu'il en coûte. Mais quand on compare exactement, on voit que l'État est plutôt dans une logique de dépenses supplémentaires, notamment par rapport à ce qui se passait avant la période Covid. Donc l'État dépense et demande aux collectivités qui ont une action concrète aussi, l'État aussi, mais une action concrète sur le terrain pour les habitants de nos départements, donc demande aux départements de faire des économies et c'est pas tenable pendant très longtemps. Merci. Merci d'être notre porte-parole là-haut, donc là-haut, au Sénat. Mathieu Gallois, et ensuite il y aura Francis Kamal. Monsieur le Président, chers collègues, je le disais hier en propos liminaire, le PLF 2024 donne une orientation dans la continuité des contrats de Cahors, en préconisant fortement, c'était noté dans le rapport, une baisse de 0,5% des dépenses des collectivités, certes sans pénalité, mais quand même. On sait malheureusement qu'avec l'utilisation répétée du 49.3, ce n'est plus à l'Assemblée nationale qu'on prend le temps du débat sur ces questions pourtant essentielles pour notre pays, les collectivités, les Françaises et les Français, car du budget adopté découle la société que l'on veut construire demain, les priorités que l'on dessine pour notre pays. On donne à voir ce qu'il en sera dans nos quotidiens pour l'éducation, la santé, les transports, le logement, l'énergie, l'environnement ou encore l'emploi. Drôle de démocratie où les débats peuvent se tenir là où les arbitrages ne sont finalement pas rendus, puisque c'est au Sénat, une fois de plus, que le débat a lieu et va pouvoir aller à son terme. Une fois encore, si nous partageons ce que l'on dit sur le désengagement continu de l'État, sur le sentiment d'abandon des collectivités par celui-ci, parce que les mesures également avancées ne sont pas à la hauteur et ne règlent rien dans la durée, le sentiment d'injustice également, si nous estimons qu'au contraire, l'État doit soutenir financièrement plus fortement les collectivités pour que nous puissions être davantage aux côtés des communes et des territoires, davantage aux côtés des Loiretaines et des Loiretains de tous âges dans les compétences qui sont les nôtres, et par des politiques départementales qui montent d'un cran pour agir efficacement, que ça se ressente véritablement par les populations dans ces périodes de crise et de difficultés grandissantes. Nos sénateurs et notre sénatrice doivent porter ce message au Sénat pour faire entendre une autre voix que celle de l'austérité, du tout marché et de la ponction plus ou moins assumée des collectivités locales. Car la loi de programmation des finances publiques a vendu la mèche, je cite, « Les collectivités territoriales contribueront à l'effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique. » En gros, l'État veut faire rembourser aux collectivités la dette publique au mépris des réalités financières locales. On le voit dans la présentation, on le voit également dans nos communes, et alors même que les collectivités ne pèsent en rien ni sur le déficit ni sur la dette du pays. Alors que la hausse des taux d'intérêt, qu'elles viennent de la BCE ou de la Banque des Territoires, du fait de l'indexation des prêts sur le taux du livret A, réduit les capacités de financement des collectivités, que l'énergie a augmenté de 22% pour les communes de plus de 500 habitants, 29% pour les carburants, 10% pour l'alimentation après une hausse de 25%. On le voit, ça a des conséquences sur nos budgets de fonctionnement. L'asphyxie financière des collectivités continue et au final, ce sont bien les habitants qui en paieront les conséquences car on le voit avec des projets qui peuvent être reportés, abandonnés, revus à la baisse. C'est un recul de la commande publique avec des conséquences sur l'emploi et donc sur nos territoires. On constate donc que le projet quand même de supprimer l'échelon départemental et communal est toujours en œuvre pour certains de cette façon et par leurs décisions. Pourtant, il faut bien se poser la question, je le disais hier également, se poser la question des recettes pour donner un nouveau souffle pour l'État et pour nos collectivités. Que ce soit avec les moyens qui existent, en mobilisant les sommes énormes, gigantesques qui existent par rapport à l'évasion et la fraude fiscale, par exemple, besoin d'une réforme de la fiscalité, également dans notre pays et dans nos territoires,
ou encore de taxer les dividendes au même niveau que les salaires, ou d'avancer véritablement sur l'égalité salariale homme-femme. Là aussi, c'est au lieu de se poser toujours la question des dépenses, c'est aussi se poser au plan national la question de recettes supplémentaires et de recettes nouvelles pour notre pays, et donc aussi pour les collectivités et les politiques qu'on mènera dans nos territoires. Dans les orientations budgétaires, il y a des mesures qui vont dans le bon sens, on l'avait dit, le soutien réaffirmé aux SDIS, que ce soit sur la construction ou réfection de casernes, que ce soit sur le matériel, que ce soit également sur une revalorisation salariale, que ce soit sur la protection de l'enfance avec la création de postes, de structures, des dispositifs pour répondre aux enjeux, avec une revalorisation salariale et des conditions de travail également pour les assistants familiaux, pour les agents, la prime pour les agents de la MDE que l'on a voté hier lors de notre session, et également des travaux sur les unités, mais on peut quand même constater, même s'il y a un effort sur le nombre de postes créés, toujours la difficulté quand même à ce qu'il soit pourvu, et le manque le nombre de postes non pourvus reste important et impactant. Il y a également une enveloppe conséquente pour les collèges. On l'avait vu et voté lors d'une dernière session, avec des travaux importants à venir, notamment pour le collège de notre canton, le collège Montjoie. Et on l'espère bientôt une étude pour la création d'un deuxième collège sur un terrain identifié et qui est déjà financé. Au vu de la fragilité des difficultés du collège Montjoie, conserver ce collège à taille humaine est plus que nécessaire, tout comme ce deuxième collège au vu de l'évolution démographique sur la métropole orléanaise et notre canton. Cependant, permettez-moi, comme nous sommes sur le débat aussi d'orientation budgétaire, de compléter par des propositions et quelques remarques que l'on espère retrouver lors du vote du budget. Concernant la MDE, le constat est partagé. Il y a une volonté également partagée d'en finir avec les sureffectifs chroniques. Certes, il y a un travail qui a été engagé avec la PJJ, avec des structures plus adaptées à l'accueil d'un certain nombre de jeunes. Mais quand on regarde, nous sommes, et on l'avait dit, sur quelques enfants. Cela soulagerait les équipes, mais ne permettra pas de revenir au nombre de places prévues et d'en finir avec ce sureffectif. Je pense qu'une étude de fond doit être engagée, Baptiste Chapuis en parlait tout à l'heure, mais sur le nombre de places nécessaires pour agrandir la capacité d'accueil de la MDE à la hauteur des besoins, et que l'on arrête de courir après la situation en trouvant des solutions d'urgence. Ça passe soit par une restructuration, soit par une reconstruction, en parallèle aussi d'autres mesures. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, de la création de structures d'accueil plus petites également, qui favorisent à la fois l'accueil des jeunes, mais aussi les conditions de travail des agents. Je pense qu'il y a besoin aussi d'une réflexion sur ce que nous font remonter un certain nombre de familles, que ce soit sur le handicap ou les personnes âgées. J'avais interpellé Christian Brault à plusieurs reprises. D'ailleurs, il y a toujours une écoute par rapport à ces situations, mais pour les familles, c'est souvent long, répétitif, compliqué dans la gestion de leur dossier, et cela est souvent vécu comme une souffrance supplémentaire. Là aussi, il y a sans doute besoin de moyens humains supplémentaires, car je ne doute pas que les agents font tout leur possible pour traiter ces situations humaines. Ne pas enterrer non plus la tarification sociale pour la restauration scolaire des collèges. Il y a eu des échanges, des difficultés ont été pointées, mais ça ne peut signifier l'arrêt de cette étude. Il faut concerter les familles, regarder comment cela se fait dans d'autres départements, l'évolution concernant le nombre de demi-pensionnaires, car l'enjeu est bien là, il y a alimentaire, social, de santé, d'éducation au travers du repas. Sur les collèges également, il y a un maintien du budget de fonctionnement, il y a eu quelques hausses légères, on l'a vu avec une réorientation et un refléchage d'une enveloppe de 300 000 € en direction des collèges, mais on voit bien que ce n'est pas à la hauteur de l'inflation. Il y a besoin d'un soutien plus fort sur les collèges REP, mais aussi sur les collèges considérés en difficulté, il y en a de plus en plus, qui nécessitent une attention particulière et une réflexion sur les moyens attribués par élève, qui sont gelés quand même depuis plusieurs années. Également, concernant le RSA et l'enveloppe constante qui est proposée, ça a été évoqué, mais là aussi, je pense que
il y a besoin d'une étude, Dominique Trippé l'a rappelé à plusieurs reprises dans cet hémicycle, mais également sur le non-recours au droit qui peut atteindre jusqu'à 30% des personnes qui pourraient bénéficier de cette mesure. On ne nie pas les efforts faits dans certains domaines, on ne nie pas non plus les difficultés grandissantes pour le conseil départemental, mais on le voit et on l'a vu dans le rapport qui nous a été présenté, qu'il y a quand même tout de même pour le conseil départemental des marges d'action qui permettraient de financer ces propositions. Je vous remercie. Bien, bon, je ne suis pas adepte de limiter le temps de parole, mais c'est vrai que déjà hier, vous avez parlé pendant, j'ai dû regarder, c'était au moins un quart d'heure, je crois. Bon, notre grande sœur, la région, a un règlement intérieur qui dit, voilà, temps de parole limité. Après, le président coupe. Bon, là, c'est vrai que j'aime bien, moi, je suis plutôt favorable à ce que tout le monde s'exprime. C'est vrai que c'est un peu long. Vos interventions sont un peu longues, mais bon, voilà, je vais pas reprendre derrière vous. Hein, donc, voilà, je pense que à l'avenir, oui, vous travaillerez sur ce temps consacré à la discussion. Non, après, je ne vais pas revenir sur tous vos propos. Hein, j'en partage un certain nombre, et puis d'autres un peu moins. Francis Kamal avait demandé la parole. Ah oui, très brièvement, Monsieur le Président. C'était simplement pour répondre à Baptiste. J'appuie s'agissant de la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. On est tous d'accord là-dessus. Hein. Il y a aucun sujet sur la nécessité de revaloriser la rémunération des agents de la fonction publique territoriale. Ce que l'on déplore, c'est la façon de faire. C'est-à-dire qu'une nouvelle fois, l'État décide, et c'est aux collectivités d'appliquer sans compensation. Donc, ça vient gréver de façon importante les budgets de fonctionnement de nos collectivités. On est donc amené à faire des choix derrière, mais encore une fois, ça ne remet pas en question la nécessité, je crois que tout le monde s'accorde là-dessus, sur la nécessité de revaloriser cette rémunération, contrairement aux fonctionnaires de l'État, puisque l'État, encore une fois, son budget de fonctionnement, on peut l'augmenter de façon je dirais, illimité quasiment. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour l'État de prendre ce type de mesures que pour nos collectivités. Donc, il n'y a aucun sujet sur la revalorisation, parce que c'est important de le dire. C'est vrai qu'on en parle souvent, et moi-même, dans ma collectivité, je le dis souvent, on aimerait faire plus même, hein, vis-à-vis de nos agents, notamment pour répondre à la difficulté de recrutement aujourd'hui. Mais, à un moment donné, voilà, c'est facile, une nouvelle fois. Je peux en donner d'autres exemples, hein, la GEMAPI et plein d'autres, où on a des décisions qui sont prises par l'État sans compensation, et donc à nous de faire preuve d'habileté, d'agilité, voire de magie parfois. Très bien, merci. Merci. Et c'est un ancien fonctionnaire territorial, un jeune ancien fonctionnaire territorial qui vous le dit. Bien. Merci, merci. Je pense qu'on a débattu. Alors, ma demande de vote, c'est simplement poser la question si vous êtes d'accord pour dire qu'il y a eu un débat d'orientation budgétaire. Est-ce que quelqu'un trouve qu'il n'y a pas eu de débat? Est-ce qu'il faut se poser à cette question? Ah, bon, merci. C'est vrai, d'accord, on va dire ça comme ça, pas de problème. En tout cas, qu'on garde la bonne humeur, c'est essentiel. On a le droit de se dire les choses, et toujours très courtoisement, et c'est ce qui prévaut ici, et je vous en remercie. Donc, on est d'accord, 100%, à unanimité, pour dire qu'il y a eu rapport d'orientation budgétaire et débat d'orientation budgétaire. Voilà, ben merci. Donc, il me reste à clore cette séance en vous... Christian Brault? Ah, Christian Brault. Juste rapidement... un document a été présenté. Je pense que Francis peut en dire deux mots sur le document qui a été distribué concernant Terre de Jeux, le plan d'action. Hein? Oui, non, mais je suis pas pris au dépourvu. Merci Christian. Effectivement, c'est un travail qui a été mené par la commission C, qui a non pas l'ambition, mais en tout cas la volonté, merci, de vous présenter toutes les actions qui sont organisées dans le cadre de cette année olympique, avec le concours des collectivités, des collèges labellisés Génération 2024.
ce document, qui est un document qui se veut le plus exhaustif possible, mais il se peut que de nouvelles actions viennent se greffer tout au long de l'année. Donc voilà, merci d'en faire bon usage et d'en prendre connaissance. Merci, Monsieur le Vice-président au sport et qui a toujours la flamme sportive, bien entendu, et olympique l'année prochaine. Voilà, il me reste à vous remercier nos services du département. Merci aux services d'avoir préparé tous ces rapports dans un contexte qui a été un peu difficile quand même, il faut le rappeler. Nous avons été victimes d'une cyberattaque début novembre. Il reste peut-être encore quelques séquelles, mais en tout cas, les services ont travaillé d'arrache-pied, pour certains, week-end compris. Moi, je pense qu'on peut vraiment, vraiment les remercier et ça leur sera transmis. Vous voyez, les applaudir si vous voulez. On peut applaudir. Allez. Bon, vous transmettrez nos applaudissements et nos remerciements surtout à tous ces services informatiques qui ont beaucoup, beaucoup donné, et puis à tous les autres qui travaillent au quotidien à nos côtés pour qu'on puisse réussir nos politiques départementales. Voilà, merci à vous. Le déjeuner rue de la Bretonnerie pour ceux qui sont inscrits. Pour ceux qui sont membres du CAS 10, réunion cet après-midi du CAS 10 à 14h30. Voilà, merci à vous toutes et tous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis vous dis à l'année prochaine.